parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est la joie la plus complète pour nous d'être là ce matin, vous servir. Notre équipe se mobilise pour vous aider à mieux comprendre les faits d'actualité. Nous les portons vers vous et nous entendons ainsi vous aider à mieux les déchiffrer. L'actualité au complet, vous nous écoutez de Nzérékoré, vous nous écoutez de Labé, de Mamou, de Kindia, de Cancan. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons. Vous qui nous suivez à l'international, vous pouvez réagir à cette émission et c'est pareil pour vous qui êtes à l'intérieur du territoire guinéen en faisant le hashtag #GG ou tout simplement en nous écrivant au plus 224 657 39 13 13. Votre avis, vos préoccupations seront relayées dans le cadre de cette émission. Et puis, les férus de Facebook aussi peuvent être prises en compte dans le cadre de cette émission-là. Vous avez un commentaire, une réaction à ce qui se dit dans ce studio. Vous pouvez tout simplement laisser votre commentaire et nous nous évertuerons à le porter à l'antenne. C'est une actualité que vous suivez, tout comme nous. Chez les politiques guinéens, c'est la fumée mi-blanche, mi-grise. Hier, ils sont sortis d'un long conclave avec un accord partiel sur ceux qui doivent les représenter au Conseil national de la transition. L'accord en lieu et place de représentants choisis sur examen de dossier a privilégié un mode de sélection qui s'appuie sur les coalitions politiques. L'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel s'en sortent ainsi avec la part du lion. Face à elle, la CORED et la CPR, qui devront se contenter d'un mini-peu. À défaut, elles devront faire cavalier solitaire et se faire voix donc auprès du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, déjà fortement concerné par un processus de recensement des fonctionnaires guinéens. Pour l'une comme pour l'autre des situations, le jeune ministre Mori reste un acteur central. Et justement, il prend la parole dès cette première partie sur nos antennes. Donc le ministre Mori Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il s'exprimera sur nos antennes. À sa suite, dans la deuxième partie de cette émission, Dr Ousmane Doré. Il est leader politique, ancien ministre de l'économie et des finances, médiateur des coalitions politiques dans le cadre de la sélection de ses représentants au CNT. Il nous dira comment le processus a été conduit. Et puis, Dr Faya Milimouno et Eladj Mamadou Silla, respectivement de la CPR et de la CORED, ils prendront la parole ce matin dans le cadre des grandes gueules. Restez avec nous et bienvenue par ailleurs avec nos amis des matins. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous, bonjour à Bill de Sam. C'est pas possible. Non, mais il faut laisser le gars là. Il faut laisser Bill de Sam. Je salue mon ministre quand même. Vous n'êtes pas empêché de saluer un ministre. Ah, c'est lui ton ministre? C'est un ministre de la Guinée. D'accord. Il est mon ministre en tant que Guinéen. D'accord. Bill de Sam, chapeau ce matin. D'accord. Jacques, bonjour. Bonjour Tamba, Jacques, bonjour à tous. Jacques, tu peux régler ton costume? Mettez la caméra sur lui, s'il vous plaît. Non. C'est réglé. Ah ouais, là, c'est beaucoup mieux. Tu sais, la régie, vous êtes lent aussi, quoi. Ça va ce matin? Oui, ça va. D'accord. Ça va. D'accord. Et bon, Bill de Sam, il faut bien le comprendre. Il a promis qu'il allait rectifier. Et puis le deuxième communiqué qui rendait compte de la réunion de cabinet a été la catastrophe. Donc, il y a eu 3 communiqués. Je crois qu'il a compris le message, puisque vous lui avez envoyé un message. Justement. J'étais à côté. Je crois qu'il a compris le message. Il faut qu'il regarde quand même autour de lui. Parce que je ne pense pas que ce soit lui forcément qui soit à l'origine de ces textes qui sortent. Parce que il a le quand devoir même, de vérifier. Gars, oui, il a le devoir de vérifier. Mais encore une fois, ceux qui l'entourent doivent pouvoir travailler normalement, que lui il s'occupe seulement de la signature des documents. Mais quand ça continue à sortir comme ça, il lui revient en ce moment d'avoir
avoir la liberté de choisir des personnes compétentes, mais de confiance aussi, qui peuvent travailler sur ces documents. D'accord, des personnes compétentes, mais de confiance. Moussa Boïsila, El Chocolaté, MMS, Bonjour. inspecteur Colombo. Oui. Bonjour. Habillé par Ouri ce matin. Comment ça va? Ça va, Dieu merci. Merci. Oui. Bonjour à nos téléspectateurs, nos auditeurs. Oui. Et je pense qu'il faut permettre aux ministres qui ont été nommés de choisir les membres de leur cabinet, de choisir ceux avec lesquels ils peuvent travailler. Absolument. Sincèrement, parce que vous conviendrez avec moi que c'est pas Bill qui a pris sa machine et qui a écrit tout cela. Je suis d'accord, il doit relire tout avant d'apposer sa signature. Et c'est pas mal, l'opinion est très très exigeante, ce qui veut dire que ce qui se faisait hier va être difficile de le reproduire aujourd'hui parce que le Guinéen se sent concerné par la gestion de la chose publique. Et c'est très important. Moussa Hiro, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va? Vous avez vu le courrier aussi? Oui, je l'ai vu. D'accord. Je l'ai vu, les autres l'ont dit. Bill de Sam, on l'a connu, hein? Il a passé un bout de temps avec nous. Je suppose que ce n'est pas lui qui a rédigé cela. Et c'est dommage que dans les départements, il y ait des personnes, quand même un courrier officiel, ce n'est pas du n'importe quoi. Il faut y mettre du sien, il faut y mettre le niveau qu'il faut. Moi, je pense que la personne a fait exprès. Non, Parce que... faire exprès pourquoi? Moussa Hiro. Pour nuire au ministre ou quoi? Au moins sur la phonétique, au moins sur la phonétique, pas constate comme constante. Je pense que... Vous savez, en classe, de mauvaise foi, rappelle-toi, en classe, on a eu toujours un ami comme ça qui écrivait en fonction du son. Comprenez? Mais ça aurait pu aider au moins. Mais il dit répète encore, quand tu répètes, en fonction du son, il t'écrit quelque chose. Je pense oui, que mais là, on n'est plus en classe. Oui, mais même si Bill pensait que non, c'est pas la Bill qui l'a dernière fois. fait. Je pense que celui qui l'a fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus expert en interprétation du son qu'à l'écrit. Il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place là-bas. Effectivement, moi je l'ai eu. Les grands gars. C'est-à-dire, on lui a certainement dit au téléphone, tu écoutes, prends note. Il dit oui. Il dit le ministère de la Culture constate. Il dit constante. Il écrit. Constante. Absolument. C'est terrible. Il n'est pas à sa de- place là-bas. C'est quand même dommage. Ahmed, bonjour. Bonjour Damba, bonjour à tous. Bienvenue. Vous avez vu ça, ce courrier aussi, hein, forcément. Ben oui, je l'ai vu, Oui, mais je pense oui. qu'il faut être quand même indulgent. Je l'ai eu pour déjà, enfin c'était pas pour savoir parce que j'avais déjà lu sa réaction, mais il nous expliquait qu'il devait Alors, entrer en mais- conseil mais- Permets rapidement, je te dis ça, il devait entrer en conseil Des ministres. non, conseil de cabinet d'urgence et on dit mais monsieur le ministre, il y a un document à signer. Et vous avez lu, il est bon? On dit oui, d'accord. Il signe et puis il entre. Mais je lui ai quand même dit deux choses. C'est soit il y a une forte médiocrité autour de lui, ou il y a une très très mauvaise volonté, Une dose de très mauvaise foi. autour de lui, Ahmed. Moi, je parlais pas de mauvaise foi. Et puis, je pense que les cadres qui étaient là avant le coup d'État sont toujours Ils là. sont toujours là. Et Ça peut être pas de mauvaise foi. non. Attends, laissez-moi continuer. Vous comprendrez là où je veux en venir. On n'a jamais eu ce genre de problème. Et comment se fait-il que maintenant on a ce problème? Vous savez, parfois les ministres, quand ils viennent, il y a le cabinet officiel qui existe, mais il y a le petit cabinet à l'arrière du bureau. Donc, est-ce que c'est pas le petit cabinet qui a fait donc ce document et soumettre directement au ministre, et que les titulaires même qui sont là au compte de l'État ne sont pas au courant et qu'ils ont été mis à la touche. Donc je pense qu'il peut y avoir ce genre de problème. Il faut associer tout le monde puisqu'ils sont cadres officiels de l'État. S'il n'y a pas de décision pour les enlever, même si vous avez votre petit bureau parallèle, parce qu'on sait que certains ministres le faisaient parce que le travail était saboté par les cadres titulaires qui étaient là. Mais nous sommes dans une transition et j'ose croire que chacun a un peu aussi peur, et je pense que les cadres vont se bouger un peu. Celui qui se bouge pas, vous avez une certaine communication avec le président. N'hésitez pas à appuyer sur l'accélérateur pour dire je ne pourrai pas avancer tant que ces gens-là sont à côté de moi. Mais si ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut faire participer tout le monde. C'est important. La solution, Ahmed, encore une fois, moi je le dis très très clairement, il faut que Doumbouya parachève ce travail-là. S'il s'arrête au ministre, ça risque d'être un échec. Rapidement, Antoine. Oui, avant rapidement, d'avancer. puisqu'on parle de la forme, on va aussi parler du fond, parce que c'est un communiqué qui a été pris pour interdire la tenue d'élections ou de toute activité liée aux élections Miss Guinée. Et sur la forme, je veux rapidement clore en disant que ce n'est pas une excuse pour Bill quand il dit qu'il rentrait en conseil de cabinet, qu'on lui a soumis un document pour signature. Si c'était un document dans lequel on disait que
on disait une chose très grave, est-ce qu'il allait signer sans Non, lire? il connaît le document. Justement. Je pense que c'est à cause de ça qu'il a signé. D'accord. Antoine. S'il a il signé le sait. un document qui, pour un départ, il y avait 12 fautes, parce que j'ai compté, on fait un deuxième communiqué pour justifier le premier. Oui. Il y a des fautes. Oui. Après, on fait un troisième sur Facebook pour faire le rapport du conseil de cabinet. Il y a 5 fautes. À ce niveau, il y a un problème. Il y a un souci véritable. Oui, ça Non, c'est pas une question d'amélioration. Non, ça va. Non, ça ne va pas. je suis pas d'accord. Sérieux, là. On parle d'un Je cabinet rigole. ministériel. On Antoine. se dit que les personnes désignées pour occuper des places dans ce cabinet, ils ont été sur la base de critères bien précis. Ce sont des personnes qui ont une certaine compétence dans des domaines. Si c'est dans le domaine de la communication, on ne choisit pas n'importe qui pour entourer un ministre. Parce qu'on se dit que les notes séculaires et autres écrits qu'ils font, c'est pour le public. Quand c'est écrit pour le public, on doit prendre la peine de bien l'écrire. Pour ce qui est du contenu, parce que dans le contenu, on interdit des activités liées au comité Miss Guinée. Hier, il y a le CAPAF qui avait une conférence de presse. Le CAPAF. Le CAPAF, Oui, on dit CAPAF ou bien CAPAF. c'est CAPAF. Ok. Donc, ils avaient une conférence de presse pour annoncer la tenue d'une nouvelle élection Miss. Et désormais, la dénomination, c'est Comisgui. Comisgui, avec 2 O. D'accord. Et puis Misgui. Il y a Comigui, on entend parler de Comisgui. On pense qu'il y a... le comité de Joanna Barry pense que le Comisgui n'a pas trop fouillé. Ils ont copié le nom de leur sigle Plagié. qui est connu par tout le monde. Et moi, à ce niveau, je pense que le Comisgui aurait pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux en cherchant une autre dénomination pour appeler leur comité Miss Guinée. À défaut, on fait dans la continuité. Puisque, officiellement, on dit que ce n'est pas le Comigui qui a la responsabilité d'organiser les élections Miss Guinée. S'il y a une nouvelle structure qui vient pour prendre la relève, qu'elle continue avec le Comigui, parce que celle-ci a sa 10e ou 11e édition. Mais on ne peut pas ramener une nouvelle équipe pour recommencer à faire les Miss Guinée dans une première édition. À ce niveau, ça n'a pas de sens. Et donc je me dis, le ministre a commis une bourde au départ. C'est lui qui a autorisé la conférence de presse. Il a autorisé à ce que CAPAF tienne ses activités. C'est parce qu'il a vu qu'il y avait des murmures, des bruits, qu'il a stoppé net cette activité-là. C'est une mesure conservatoire. Je pense que ça, c'est bon. Mais au départ, il aurait pu s'assurer que ce souci entre ces deux entités-là soit complètement réglé, parce que Bantamasso a créé des problèmes avant de partir. Il aurait pu s'assurer que tout cela est désormais réglé avant de prendre des initiatives. Mais lorsque vous autorisez une structure à tenir une conférence de presse pour annoncer ses activités, c'est parce que vous avez pris la peine de vérifier si tous les dossiers sont là. Et donc, si on prend la peine de prendre une mesure conservatoire pour stopper net toutes les activités, je salue la mesure. J'espère que Bill de Sam va être guidé par la sagesse afin d'écouter toutes les parties pour tirer une conclusion fiable. Réaction, Moussa Moïse? Réaction, moi je comprends un tout petit peu la position du ministre. Beaucoup auraient pu penser qu'en tant qu'artiste, lui-même issu du même secteur que Joanna Barry, qu'il aurait pris position pour elle directement sans même prendre le temps de regarder l'autre partie. Mais il a agi là où on ne l'attendait pas du tout. Je pense que ce qu'il a pris comme dernière décision, c'est ce qu'il faut, parce que ce sont toutes deux des associations. Et s'il y a des conflits entre elles peuvent saisir la justice, et la justice peut les départager. Puisque sur le plan de la conciliation, absolument rien n'a été trouvé. C'est peu probable qu'on puisse faire une médiation, qu'à l'amiable, une solution consensuelle soit trouvée. Donc je pense que la justice va être le dernier rempart. Mais sur le fond, Joanna Barry, tout de même, rappelez-vous de cette dame, depuis le temps compté jusqu'à nos jours, elle ne fait que cela. Elle n'a pour activité que ça. Notre étoile fine, Saramba, aujourd'hui qui représente le tricolore au sommet du monde, elle a été mise sur la place publique grâce à Joanna Barry. Je pense que cette dame n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'elle aurait pu diversifier, tout le monde connaît les relations qu'elle avait au temps compté et tout cela, mais elle n'a fait que cela, c'est-à-dire mettre en avant la beauté guinéenne. On ne peut pas déconstruire tout cela en une fraction de seconde. Parce que lorsque vous vous rappelez un tout petit peu des péripéties de cette histoire dans ce studio, vous vous rendrez compte
que tout a été fait par l'ancien responsable du ministère de la Culture pour lui mettre les bâtons dans les roues sur des approches subjectives, superficielles. Bantama n'a rien protégé, il n'a rien préservé. Oui, mais justement, les choses se détruisent tout simplement avec lui. Sur des aspects superficiels et autres, pour juste mettre les bâtons dans les roues de ce... Mais Komigui, ce n'est pas l'image de Joanna, c'est l'image du pays. À l'international, c'est ce comité qui a enregistré. Je pense qu'est-ce qu'on perd en tant que Guinéen, en tout cas pour tous ceux qui veulent promouvoir la beauté guinéenne, qu'est-ce qu'on perd à soutenir une initiative qui est déjà connue à l'international? Je pense qu'en faisant cela, on risque de casser déjà l'élan qui est pris, parce que c'est pas tous les pays du monde qui ont leurs représentants du côté de cette compétition mondiale. Donc je pense que dans le fond, il va falloir quand même ne pas éteindre cette flamme. C'est de l'espoir. Elle n'a fait que cela depuis des années. Elle est mieux structurée, elle est mieux organisée, elle connaît ce domaine-là. Je pense qu'il faut quand même l'accompagner et permettre à ce que peut-être ça puisse s'ouvrir, ça peut mieux s'ouvrir pour que d'autres experts, d'autres ressources humaines puissent l'accompagner à mieux organiser ce comité, parce qu'il s'agit de la Guinée. Mais n'éteignons pas cela, Komisgi ou Promisgi ou quoi. C'est Komigui. C'est Komigui d'abord. Voilà. On est quand même champion de très rapidement, s'il te plaît, avant que l'on puisse avancer. Ce que je veux, que le puisse quand même exister, puisque ça a été quand même la première entité à organiser ce genre d'événement en Guinée. Mais il faut s'améliorer. Et Miss Guinée, c'est vrai, si des privés l'ont organisé de par leurs moyens au début, mais c'est quand même devenu un patrimoine, ou c'est normalement un patrimoine. Miss Guinée, c'est cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense qu'il faut mettre en place une sorte, s'il le faut, d'élection où des gens pourront gérer à tout moment. Pour l'instant, nous avons Joanna, mais si elle a on lui donne un mandat, voilà une présidence, on lui donne un mandat, et après 2 ou 3 ou 4 compétitions, on organise une autre élection où il y aura un autre président qui va se présenter, mais toujours sous la coupole du ministère de la Culture, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un patrimoine, et que cet événement soit accompagné, parce que Miss Guinée aujourd'hui, il faut le dire, si aujourd'hui on se plaint et qu'on dit non, il faut telle autre association pour organiser, ou telle autre association, c'est parce que l'organisation, il faut se dire la vérité, absolument, ce n'est pas ça du tout. Ça flanche, même, non seulement ça flanche, mais même côté style, décor, tout ça, ça ne donne pas. Ce n'est pas comme ça. Donc il faut améliorer. Et je pense qu'on peut améliorer de la sorte. Ça ne peut pas être, à mon avis, Joanna, jusqu'à l'éternité. Oui. Alors pour moi, on peut améliorer. C'est mon point de vue, on peut améliorer. Mais n'oublie pas, Ahmed, c'est une association qu'elle a créée. Oui, une association qui peut avoir un président qui exactement, change. Mais elle, voilà, c'est ce que je dis. Elle, on peut peut-être trouver une place au niveau je sais pas, de l'opérationnel, qui va être occupée par quelqu'un, une place tournante. Mais à la tête, on peut pas la dégager de son association. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Pour son association, bien entendu. C'est pas ce que j'ai dit. J'aimerais, si vous permettez, que l'on avance, Moussa Hiro. Bon, allez-y. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Sur le Komigui. On parle de la beauté, quand même. Oui, parce qu'on a une obligation maintenant. Non, ce que je voudrais dire, que le Komigui, c'est Joanna. Si on parle de Miss Guinée ici, c'est Joanna depuis toujours. Et vous savez avec quels moyens. Le problème, nous savons de quelle façon ce bicéphalisme a été créé. Si c'était juste pour une question d'amélioration, je pense qu'il y avait qu'à appeler Joanna pour dire il faut faire ça et ça, avec l'accompagnement. Une position monopolistique toute la vie. Non, il faut essayer d'améliorer les choses. De toutes les façons, même sa structure à elle, même si elle l'a créée, elle n'est pas appelée à être à sa tête toute sa vie. Ah, mais pour l'instant, il peut y avoir d'autres personnes, elle peut avoir d'autres organisées de sorte qu'il y ait des relais, qu'il y ait d'autres personnes qui puissent être à cette place-là, mais pour des questions subjectives, parce que c'est la façon qu'on dénonce ici, la façon dont on a essayé de créer ce bicéphalisme, parce que la tête de Joanna ne passait pas, parce qu'on a voulu des choses avec elle, ça n'a pas marché, on met une autre personne. Sinon, l'autre structure est dans la mode, on le sait. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait empêcher le ministère de faire travailler les deux structures, notamment pour l'habillage et tout ce qu'il faut, le côté styliste et tout, le CAPAP fait ça. Pourquoi on ne pourrait pas faire travailler les deux structures? C'est bien possible si c'est une question d'amélioration. Mais si vous voulez massacrer juste les gens parce que leur tête ne vous plaît pas, franchement, là, ça ne marche pas. Et c'est ça le problème de la Guinée. On tue les bonnes initiatives parce que ces personnes-là ne vous plaisent pas ou les personnes n'ont pas fait ce que vous voulez. Ça ne peut pas faire avancer une nation. Ça décourage
encourage les initiatives. Et si on pouvait, justement, c'est d'ailleurs une invite, Komigui, Komisgi, justement, on pourrait justement faire une émission et savoir ce qu'il en est, parce qu'on sait que Johanna a des choses à dire sur les débuts de cette crise-là. J'apprends autour d'elle qu'elle prépare une sortie médiatique pour expliquer un peu toutes les difficultés qu'elle a eues avec la gestion de M. Bantamasso, expliquer également les perspectives et tout cela. Donc je pense que certainement il se sent plus libre à nous faire des révélations maintenant que l'ancien régime n'est plus au pouvoir. Donc je pense que ça peut être très très croustillant. Voilà, cette autre prise de parole. Justement, cette autre prise de parole pourrait être très très intéressante. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mori Condé, que nous nous évertuons à avoir au bout du fil. Monsieur le ministre, vous voudrez bien décrocher cet appel. Moussa Hiro, après hier, il y a eu des actions qui ont continué d'être portées pour le cas Massila. Oui, beaucoup d'actions. On a vu notamment les différentes réactions. Le gouvernement qui a envoyé une forte délégation avec une dizaine de ministres dans la famille pour aller présenter les condoléances d'usage. Et la ministre que nous avons écoutée qui dit de ne pas faire de remous autour du cas Massila, de laisser la justice faire son travail. Notamment du côté du ministère de la Santé également, on a vu l'ordre des médecins autour du ministre pour essayer de plancher sur cette question. En tout cas, beaucoup d'actions concrètes sont en train d'être prises côté organisation de la société civile, côté activiste féministe. Vous le savez, nous avons été rencontrer le gouverneur hier. Il y a une délégation qui s'est rendue pour voir la dame et avec un courrier, avec une volonté de manifester ce mardi ou jeudi, juste pour exprimer la douleur des femmes de Guinée, des hommes de Guinée, de toutes les personnes qui sont touchées par ce qui est arrivé à cette dame. C'est pas une façon de s'aimer le trouble, mais je pense que ce genre de manifestations font partie de la démocratie, c'est la vie de la démocratie. Quand ça ne va pas à un moment donné, quand une entité est touchée dans sa chair, dans son âme, de sortir, dire aux autorités, voilà ce que nous souhaitons. Parce que c'est ce qui était prévu. Pour cette marche, si elle était, comment on appelle, autorisée, acceptée par les autorités, c'était de faire une manifestation du port autonome à la primature. C'est-à-dire, on marche, on vient remettre un mémorandum, lire le contenu d'un mémorandum justement par rapport aux erreurs médicales, par rapport aux cas de viol qui sont devenus recrudescents ces derniers temps dans notre pays, faire des propositions, des pistes de solutions, remettre un mémo au ministère de la Santé, un autre au ministère de la Justice et au terminus, un autre mémo au ministère, à la primature. C'était l'objectif des associations de presse. Les associations de presse, des organisations féminines et de toutes les personnes. Il y a eu tellement de réactions, mais nous attendons. La gouverneure a dit d'attendre qu'elle remonte l'information au plus haut sommet et c'est ce que nous attendons. De toutes les façons, il y a beaucoup de motivation, de mobilisation autour de ce phénomène, de ce fait qui a touché plus d'un. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des cas de viol de façon récurrente ces derniers temps ici, mais le cas spécifique de Ma est juste ahurissant. C'est du jamais vu qu'on puisse, en l'espace de 3 mois, opérer une personne 7 fois à cause d'une situation qui a été créée par des personnes censées protéger cette personne-là. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Il y a beaucoup d'institutions qui sont prêtes à accompagner, notamment des actions pour immortaliser Massila, pour faire en sorte qu'elle puisse vivre. Hier, moi, j'étais par exemple en contact avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est prêt à faire en sorte que Ma soit une icône de cette lutte-là, même si aujourd'hui elle est décédée, mais que son image ne se perde jamais. Et il faut souligner aussi qu'il y a des personnes qui se sont portées volontaires sur ça, à soutenir. J'aimerais juste derrière le ministre, on va continuer à dire les points. Ces éléments-là, parce qu'il y a d'autres volontés justement qui souhaitent venir sur ce dossier. Moussa Hiro pourra bien s'en occuper. Mais en attendant, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation est en ligne. Monsieur le ministre, bonjour. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. C'est assez bas. Est-ce que... non, je m'en occupe par là. Pardon, on fait... voilà. Est-ce que là, vous nous entendez, monsieur le ministre?
Je vous entends 5 sur 5. Parfait, parfait. Moussa Moïse, si là on y va. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue donc dans les grandes gueules. Alors, d'entrée de jeu pour ouvrir le bal, dites-nous, monsieur le ministre, avec quel sentiment vous êtes revenu de la retraite gouvernementale? Oui, je pense que, sauf erreur de ma part, Moussa Moïse, le sujet concernait l'appui des administrateurs territoriaux, les préfets, gouverneurs et les camps militaires dans le cadre du recensement des fonctionnaires. Je pense que c'est le sujet. C'est le sujet, mais quand même, vous savez, pour aller au fond, il faut toujours ce qu'on appelle les préliminaires. Il faut les préliminaires, oui, monsieur le ministre. Et comme monsieur le président de la République l'avait dit le jour du départ, le 5 septembre, monsieur le président de la République et ses collègues sont arrivés à Conakry avec des armes pour libérer le peuple de Guinée. Et l'idée était que le gouvernement, pendant 48 heures, puisse aller discuter et revenir avec des idées et des actions concrètes pour permettre au peuple de Guinée de connaître le bonheur qui a toujours été annoncé dans ce pays. D'accord, absolument. Je comprends bien. De toute façon, vous étiez très très beau dans cette tenue militaire. Ça, c'était la parenthèse. Alors, la question de fond. Alors, vous avez écouté toutes ces voix qui se sont élevées sur le partage des 15 places donc dédiées aux... C'est plus le processus du recensement des fonctionnaires. Allez-y, Jacques Léon. Alors, nous avons tous vu ce courrier que vous avez adressé aux gouverneurs et préfets, leur demandant donc de procéder au recensement des fonctionnaires. Mais vous dites mettre de côté les DRH et que le travail devrait être fait par les militaires. Dites-nous, il s'agit d'abord de quels fonctionnaires et pourquoi mettre de côté les DRH? Oui, en fait, vous savez, depuis la mise en place du gouvernement, le ministre Julien Yongono travaille d'arrache-pied pour assainir le fichier de la fonction publique. Juste après sa prise de fonction, il a envoyé une mission à l'intérieur du pays pour procéder à un toilettage du fichier de la fonction publique. L'idée, face aux nouveaux défis et pour avoir de nouveaux résultats, il faut de nouvelles méthodes. L'idée derrière, c'est quoi? Les administrateurs territoriaux, qui sont les préfets et les gouverneurs, relèvent du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ces fonctionnaires, au regard de la loi, coordonnent l'action gouvernementale dans leur préfecture et leur région. Donc, ils sont les premiers responsables de tous les fonctionnaires de leur localité. C'est lors d'une visioconférence que ces fonctionnaires des gouvernements, notamment les préfets et les gouverneurs, ont fait part de leur volonté d'appuyer la fonction publique à parfaire le fichier qui sera établi. Et leur porte-parole a proposé qu'eux, ils peuvent se mettre à contribution avec l'appui des responsables des ressources humaines des différents camps militaires du ministère de la Défense nationale pour procéder à l'enregistrement de tous les fonctionnaires qui sont de leur ressort. Je pense que c'est pas plus légitime que ça. Les préfets dans les différentes préfectures, tous les services publics relèvent d'eux. Donc, ils ont décidé de mettre en place ces systèmes pour faire ce travail, mais à condition qu'on les laisse la main vraiment et de faire le travail d'appuyer avec les DRH de l'armée. C'est dans cet ordre. Oui, monsieur le ministre, vous parlez bien des fonctionnaires donc qui relèvent en principe du ministère du Travail et de la Fonction publique. Et déjà, nous savons que le ministre du Travail et de la Fonction publique avait sorti un premier courrier demandant aux directions des ressources humaines de lui faire parvenir la situation des fonctionnaires sur le terrain. C'est quoi la différence entre la démarche du ministre Yongono et celle que vous entreprenez au niveau de l'administration du territoire? Merci. Je vais revenir encore là-dessus. Certainement, je vous dis, face aux nouveaux défis, pour avoir de nouveaux résultats, il faut de la nouvelle méthode. La fonction publique est en train de faire un travail assez remarquable. Au sein du gouvernement, après discussion, les réflexions ont été portées de voir dans quelle mesure un travail peut être réalisé par d'autres cadres qui ne sont pas de la fonction publique, établir un fichier et mettre à disposition du ministre Julien afin de lui permettre de faire un croisement entre les deux données et savoir qui dit vrai. Depuis 11 ans, les cadres du ministère de la fonction publique sont commis régulièrement à faire ce travail. Ça n'a jamais permis de déceler ce qu'on a comme fictif dans le fichier. Donc l'initiative là
est en harmonie avec la fonction publique et mieux. Et le courrier signé par le secrétaire général de mon département a été motivé par le ministre Julien lui-même. L'idée, c'est de l'aider à avoir un fichier établi par d'autres cadres autres que la fonction publique. Mais l'autre chose, c'est qu'à l'intérieur du pays, ce que vous devez comprendre, dans chaque préfecture, l'ensemble des services publics est déconcentré et décentralisé ont comme tutelle messieurs les préfets. Et pendant cette transition, vu que les préfets, tous les préfets sont des militaires, donc ces préfets-là aussi, en termes de commandement, commandent les camps militaires. Donc ils vont se faire aider par les services des ressources humaines de l'armée pour faire ce travail et mettre à disposition et établir un fichier des fonctionnaires par département au niveau préfectoral et remonter au niveau régional, avoir un fichier régional par département. Ce sont ces fichiers qui seront mis à disposition du ministre de la fonction publique qu'il utilisera pour faire un encouragement chaque fois qu'il a en face de lui les données fournies par le DRH qui ont été initialement sur le terrain. D'accord. Le ministre Maury Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Antoine. Oui, monsieur le ministre, ça se voit là qu'il y a carrément une rupture de confiance au niveau de ceux qui ont l'habitude de faire ce travail. Je parle des DRH au niveau du ministère de la fonction publique. Dites-nous quelles sont vos attentes à l'issue de ce recensement. Qu'est-ce que vous attendez de ceux que vous avez mandatés pour ce travail? Est-ce que derrière, s'il y a un résultat nettement différent de ce qui a été fait tout le temps, par le passé, est-ce qu'il y aura des mesures concrètes qui vont être prises? Merci, M. Kourouma. Je ne parlerai pas de rupture de confiance. Moi, je suis dans mon rôle en tant qu'administrateur du territoire de mettre tout en œuvre pour aider les collègues ministres dans le gouvernement à atteindre les résultats qu'ils veulent avoir sur le terrain. Que ce soit avec le ministère de la fonction publique ou d'autres ministres, mon rôle est d'accompagner chaque fois que besoin se présente. Maintenant, c'est au ministère en question le résultat qu'il va obtenir d'apprécier et de mettre en place les mesures qui s'imposent. Donc, alors, pour changer un peu la donne, monsieur le ministre, quels sont les nouveaux critères mis en place pour le recensement, à part le fait que ce soit des militaires qui pilotent ce travail à l'intérieur du pays? Est-ce qu'il y a du nouveau par rapport à ce qui se faisait avant? Bon, comme ce qui se faisait avant, je n'étais pas là, je ne saurais apprécier entre ce que nous allons faire et ce qui se faisait avant. Alors, monsieur le ministre, c'est de savoir, est-ce que le recensement, il est mécanique, il va être biométrique? Voilà. Parce que vous parlez de croisement à la fin. Et comment tout cela va se faire? Les opérations de recensement qui seront conduites par les administrateurs territoriaux qui sont les préfets, les outils les ont été envoyés et aujourd'hui, pour chacune des régions de l'intérieur du pays, les 7 régions, plus la zone spéciale de Conakry, il y a 2 superviseurs, dont un gendarme aussi venant des ressources humaines de l'armée, qui iront également avec d'autres outils pour appuyer les équipes au niveau des préfectures pour la réalisation. Les outils ont été envoyés et quand je parle de croisement, le ministre Julien a envoyé les DRH sur le terrain. Ils ont fait un travail assez remarquable. Ces fichiers vont être transportés dans une base de données Oracle. Et également, le travail qui sera effectué par ces militaires, ces mêmes fichiers seront transportés dans une base de données Oracle. Et c'est ce qui permettra de faire le croisement. D'accord. Vous avez donc une confrontation entre une base de données et... Vous avez donc fait acheminer des outils informatiques? Oui, les outils sont en cours d'acheminement dans les différentes préfectures. D'accord. Allez-y, Ahmed Kamara. Ok, ben écoutez, quand on écoute ce que monsieur le ministre vient de dire à la fin, j'ai l'impression que alors c'est une question d'expertise. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, pourquoi ne pas associer ces anciens DRH, puisqu'ils sont quand même ceux qui ont travaillé sur ce dossier, à cette étude pour éviter des problèmes? Je vous dis pourquoi. Au niveau de la police, oui, c'est ce que je dis. Au niveau de la police, quand on n'a pas associé les DRH dans le travail, on a vu ce que ça donnait. Des personnes ont été amenées à la retraite. Et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes sont en train de courir pour leur réhabilitation. On leur dit tout simplement, non, vous ne pouvez pas. Et oui, c'est fait et c'est fait. Parfait. Alors, est-ce qu'il ne faut donc pas les associer pour éviter certaines erreurs? Ce que je vais vous dire, c'est Ahmed Kamara. Oui, Ahmed, ce que je vais vous dire, dire que n'est pas associé
les gars des DRH au niveau de la fonction peut amener telle ou telle chose. D'abord, sans tenter de faire l'avocat de monsieur le ministre de la Sécurité, mais je pense que vous, en tant que journaliste, avant d'affirmer certaines choses à l'antenne, l'idéal serait d'aller un peu à la chose pour vérifier les informations à votre disposition. Non, monsieur le ministre, excusez-moi pour tout le respect que j'ai pour vous. Écoutez, ce que je vous dis est une réalité et je peux bien vous le prouver. Je ne me permettrai pas de dire que pas correct à l'antenne. Absolument. Allez-y, monsieur le ministre. Ahmed, tu me dis que c'est pas correct. C'est soit que vous me laissez parler ou je vous laisse parler. Allez-y, monsieur le ministre. Écoutez, oui, ce que je vous dis, et j'insiste là-dessus, en tant que journaliste d'un média comme Espace qui est très écouté, il y a certaines choses à l'antenne, il faut vérifier. Je reviens là-dessus. Lorsque des personnes se sont arrangées pour acheter des matricules appartenant à des personnes décédées qui ont intégré la fonction publique depuis plus de 35 ans, écoutez, même si la personne est de 1990, c'est pas exclu qui part à la retraite en l'an 2021. Je pense qu'il y a certains cas, c'est quand même minimum. Monsieur le ministre, le fond de la question de Ahmed, finalement, c'est des risques. Attendez. On vous écoute bien entendu. Permettez que je vous reprécise ceci, monsieur le ministre. La préoccupation de Ahmed, est-ce que finalement, en faisant un travail parallèle, une sorte de contre-expertise du travail des DRH, est-ce qu'il n'y a pas finalement de risque d'omission qu'on ne comprendrait pas finalement à la fin? C'est la question d'Ahmed. Justement, c'est ce que je suis en train de répondre. Si vous me permettez, donnez-moi le temps de bien répondre. J'ai bien compris, Ahmed. Le travail qui avait été réalisé à la police, où les DRH n'ont pas été associés, il n'y a pas d'erreur possible dedans. Je voulais l'expliquer simplement que ces personnes aujourd'hui qui affirment avoir été mises à la retraite parce qu'ils ont intégré la fonction publique en 2017, en 2018 ou en 2010, et partez vérifier l'information à la source, vous remarquerez que la plupart de ces personnes, soit ils étaient en train de répondre au nom de certaines personnes qui sont décédées depuis longtemps, dont leur intégration date de plus de 30 et quelques années dans le fichier de la fonction publique au niveau de la police, ou d'autres se sont arrangés, comme vous le savez, dans un passé récent, à acheter des matricules appartenant à des personnes qui ont intégré et qui ont l'âge de faire valoir leur droit à la retraite. Ceci dit, au sein de l'armée, de la même manière que nous avons des compétences en ressources humaines dans plusieurs domaines, au sein de l'armée, nous avons ces compétences là-dedans. C'est comme si aujourd'hui, le service de communication du MATD faisait un travail, et après que je décide d'aller à Espace demander à M. Guirassy de me passer des experts pour faire un contre-expertise sur le même travail. Ça ne veut pas dire que c'est seulement le MATD qui dispose des cadres. Et peut-être que c'est ceux du MATD qui sont beaucoup plus vus et connus, mais il se trouvera qu'au sein du groupe ADAF Media, je peux trouver d'autres expertises mieux que même ceux dont je dispose au niveau du MATD. C'est ce que je voulais préciser à M. Ahmed. Maintenant, comme sa question, il a pris un peu l'exemple sur la police, il me fallait repréciser sur le cas de la police. Parfait. Maury Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, il s'exprime sur le processus de recensement des fonctionnaires. Moussa Moïse, vous aurez la parole tout à l'heure, mais Ahmed continue avec cette inquiétude. Voilà, alors monsieur le ministre, l'idée que j'avançais tout de suite, je suis bel et bien confiant des documents que j'ai vus. Ce sont des personnes qui ont régulièrement intégré certaines entités et qui ont été mises à la touche. Alors ça, c'est pour votre gouvernement. Et deux, pour des personnes en état qui n'ont pas leur santé au point. Par exemple, ce que je vous dis aussi est une réalité. Je connais une dame qui a donné naissance à 2 jours après, par césarienne, elle a été contrainte de se présenter pour son recensement alors qu'elle était malade. Quand elle est partie, tout le temps qu'elle a passé à son retour, elle a été encore admise à l'hôpital. Dans ce genre de situation, qu'est-ce qui est prévu pour des personnes qui sont malades et alitées? Les cas de force majeure. Merci beaucoup, Ahmed. Ce que je peux te faire remarquer là-dessus, nous sommes tous des humains au même titre que... je suis humain au même titre que ces personnes, et que vous déjà qui avez eu le souci de penser à ces cas. Mais des consignes claires ont été données aux équipes qui vont sur le terrain par rapport à ces cas. Et ce n'est pas ces cas-là seulement.
vous avez aussi aujourd'hui des fonctionnaires guinéens qui sont en formation, qui ont été envoyés par l'État guinéen. Mais vous avez aussi d'autres fonctionnaires qui ont eux-mêmes payé des formations à l'étranger, soit en dehors du continent ou sur le continent africain. Donc, au cas par cas, toutes ces questions-là sont prises en compte et ils ne seront pas laissés pour compte. Pour les cas de maladie, hier, lors d'une visioconférence que j'ai eue avec les gouverneurs et les préfets, on est allé jusqu'à proposer, vu que le matériel utilisé, c'est un matériel mobile, jusqu'à proposer aux équipes de pouvoir se rendre dans les ménages de ces personnes pour les enrôler. C'est pour vous dire combien de fois, et comme je l'ai toujours dit, dans tout ce que nous faisons, que nous posons comme acte, le caractère humain est au centre de nos actions. Le caractère humain au centre du processus. Monsieur le ministre, on ne peut pas vous laisser sans vous poser cette question, Jacques Léo Aleno. On va quand même vous la poser, hein, c'est un peu en lien avec la composition du CNT. Des listes continuent d'arriver. Vous avez donné jusqu'au 25, donc jeudi, pour recevoir toutes les candidatures. Ce qui se dessine, peut-être vous êtes d'accord avec nous, c'est que vous aurez plus de 81 dossiers à examiner. Qu'est-ce que vous envisagez déjà, surtout pour les politiques qui n'ont pas l'air de s'entendre sur le choix de leurs représentants? Jacques Leroy, je pense que à date, c'est un peu prématuré de dire que nos politiques n'ont pas l'air de s'entendre. Moi, la semaine dernière, sur l'instruction de monsieur le Premier ministre Mohamed Beyaboudi, il m'a demandé d'organiser une rencontre avec les politiques pour clarifier un peu les critères, parce que les critères semblaient ne pas être bien compris par les politiques. Et à cet effet, j'ai demandé à une équipe composée du secrétaire général et du conseiller juridique de se rendre au Palais du Peuple pour présenter de façon claire le contenu des critères. À la suite de cela, et vu qu'il y avait toujours des discussions autour des questions des critères, et le regard, certains allaient jusqu'à commenter le regard qu'aurait le CNRD vis-à-vis des politiques. Le mercredi dernier, j'ai invité par voie de correspondance l'ensemble des coalitions à une discussion à tour de rôle. Et de 9h jusqu'à 18h, j'ai reçu successivement toute la classe politique guinéenne. Et l'élément de langage, c'était simple. Et pour une fois en Guinée, mon souhait est qu'on dise que les politiques ont décidé enfin de s'unir et de désigner les candidats. Donc je leur ai dit que moi, en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui est leur partenaire, leur tutelle, je serais très heureux de présenter au sein du gouvernement et au CNRD une liste avec un procès verbal signé par l'ensemble des acteurs politiques qu'ils sont, pour dire qu'ils se sont entendus. Et lors des concertations, ça a été les mots du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, aux politiques, au coordination régional des SAS à la presse, pour dire que nous ne voulons plus avoir plusieurs structures pour la même cause. Nous voulons avoir vraiment une collégialité dans les prises de décision. Donc les politiques, à tour de rôle, ils ont tous promis à se retrouver très rapidement autour d'une intercoalition pour désigner les 15 personnes. Et pour moi, jusqu'à date, ce processus-là est en cours. Déjà le jeudi, 24 heures après mon entrevue avec eux, les grandes gueules. Ils se sont retrouvés dans un complexe hôtelier de la place où ils ont discuté et il n'y a pas eu beaucoup d'entente. Certains se sont retirés. Et le temps que j'ai passé, les 48 heures que nous avons passé au camp, et je continue encore à avoir le feedback qu'ils sont dans d'autres processus pour se retrouver. Hier également, ils se sont retrouvés. Moi, dans ma conviction aujourd'hui, j'ose, en tout cas je crois fermement que d'ici le jeudi, nos politiques se comprendront et ils vont sortir les noms des 15 représentants devant porter leur voix au CNP. Et moi je dis... La charte est claire, 15 places dédiées aux partis politiques, mais on ne définit pas les critères par lesquels ces choix doivent s'opérer. Est-ce que si ça tarde, s'il y a retard, parce que le navire du CNT a déjà pris un tout petit peu son élan de départ, est-ce que finalement, si ça tarde, vous allez devoir mettre en place l'institution en attendant que les politiques vous rejoignent?
Pour compléter, moi j'aimerais bien, Monsieur le ministre, si vous le permettez, qu'on revienne sur ces critères, parce que vous disiez tout à l'heure qu'il ne semblait pas s'entendre ou comprendre les critères. Est-ce qu'on peut connaître ces critères-là? Merci beaucoup, madame. Mais il se trouve que le communiqué que nous avons publié, on avait mis quand même un minimum de critères pour pouvoir déposer les listes. C'est sur la copie du communiqué. Je pourrais le partager après avec vous. Je n'ai pas devant moi ici. Maintenant, Moussa, la question de savoir est-ce que si les politiques ne s'entendent pas, nous allons mettre en place le CNT. Moi, je vous le dis encore, jusqu'à preuve contraire, j'ai la ferme conviction que le jeudi avant 18h, je vais recevoir la liste des 15 représentants des partis politiques. D'accord. Peut-être que le vendredi matin, vous allez dire, pourtant le ministre est assez confiant. Je crois que les acteurs politiques s'entendront sur l'essentiel. Mais, parce que moi, j'ai rencontré tous les leaders politiques. Le langage, c'était le même. C'est la Guinée, c'est mettre la Guinée au-dessus des égaux, mettre la Guinée au-dessus des intérêts. Donc, je ne vois pas pourquoi ils ne vont pas s'entendre. D'accord. Le ministre de l'administration du territoire, ministre Morikondé, Jacques Léoaleno. On a déjà des éléments qui le prouvent, qu'ils ne vont pas s'entendre. Le PUP a déjà déposé sa liste. Et puis, hier, c'est vrai, peut-être que vous n'avez pas l'information, mais la réunion, ils ont procédé à la répartition. Il y a 2 coalitions qui n'ont pas accepté de signer le procès verbal, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas d'accord. Si vous vous retrouvez, et c'est pour revenir un peu sur la question de Moïse, si vous vous retrouvez avec plus de 15 dossiers au nom des partis politiques, comment allez-vous faire? Vous devrez trancher, monsieur le ministre. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Ça va être tranché. Mais avant d'arriver là, moi, je vous affirme clairement aussi que la classe politique va vous surprendre pour une fois. Amen. J'ai envie de dire. Moi je comprends bien votre processus de drague à la classe politique. Il n'y a même pas que la classe politique seulement, monsieur le ministre. Il y a les organisations de la société civile également, les journalistes, où vous avez demandé à ce que, par exemple, au niveau des associations de presse, on a demandé 2 représentants. 2 ont été désignés, comment on appelle, ça a été déposé, mais il y a une autre branche qui a déposé. Comment vous allez vous en sortir en pareille circonstance? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Merci beaucoup, Madame Hierro. Et depuis le début de ce processus, le ministre de l'administration du territoire que je suis, j'ai toujours prôné à ce que les acteurs puissent s'entendre. Les 2 qui ont été désignés par la presse. En Guinée, vous et moi, nous connaissons l'ensemble des associations de presse. Si nous recevons un procès verbal de désignation signé par l'ensemble de ces associations de presse, je pense qu'il n'y a pas d'amalgame là-dessus. Maintenant, si ce n'est pas le cas, comme c'est humain, j'attends d'être déçu par la presse, d'avoir plusieurs listes. Mais pour le moment, moi, avec tout ce que j'ai eu comme discussion, comme démarche que j'ai eu avec l'ensemble des entités qui sont amenées à appartenir au CNT, j'ai la ferme conviction que l'ensemble des entités telles que définies dans la charte de la transition surprendront encore une fois le peuple de Guinée. Et l'on dit ainsi soit-il. On dit ainsi soit-il, monsieur le ministre. Merci beaucoup d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Vous, de votre côté, continuez à réagir. Téléspectateurs et téléspectateurs, dans la deuxième partie de cette émission, nous aurons Dr Faya Milimouno, nous aurons El Hadj Mamadou Silla. Eux, ils ne sont pas d'accord. Hein. C'est la CPR et c'est la CORED. Ils disent qu'ils vont envoyer leur liste, on les entendra. Et puis, celui qui a conduit ce processus, le médiateur, c'est Dr Ousmane Doré. Nous l'entendrons dans la deuxième partie de cette émission. Continuez à réagir, on se retrouve dans seulement 8 minutes. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.